Saint-Étienne Night Club, l'émission des supporters des Verts en partenariat avec Active. Présentée par Keun. Ouais, bien sûr. Voilà, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Évidemment, j'ai oublié d'activer le micro pour commencer l'émission, sachant que j'avais bien préparé. Voilà, comment commencer sur un fail. J'espère que vous allez bien. Il y a 2 semaines, on fêtait les 1 an du SNC. Cette semaine, on fête le 50e numéro du Saint-Étienne Night Club, le 50e débrief du match. J'espère qu'il va être aussi bon que les autres. Pour nous accompagner ce soir avec nous, on a notre premier chroniqueur donc, qui a 2 points communs avec Lucky Luke. Il a toujours une clope au bec et c'est un cow-boy. Reste à savoir si lui aussi tire plus vite que son ombre. Bonsoir, Joss Randall. Salut à tous, salut Ken, salut Alice, salut Karl et salut à tout le monde. Pour la question, je vais laisser planer le mystère. Bah, j'espère qu'on n'aura pas la réponse ce soir, sinon c'est un peu chelou quoi. Réparti ? Allô ? Ah non, j'ai cru que tu allais enchaîner sur la présentation de la suite. Donc voilà, non mais si tu veux faire 20 minutes là-dessus, je suis prêt. Non, mais c'était juste une blague de mauvais goût. Putain, début chaotique. Hein. Ensuite, celle qui devra lui tenir tête ce soir, puisqu'elle est supportrice de 2 clubs, l'un entraîné par Pascal Duprat, l'autre par Diego Simeone. Autant vous dire que pour la Grinta, pas de souci à se faire. Bonsoir Alissa. Salut à tous, salut, j'espère que vous ça va. Moi tout va bien après un petit point pris chez le champion de France. Je voulais juste faire une petite aparté aussi pour féliciter et pour dire qu'on peut être fiers ce lundi de nos féminines qui ont tenu tête aux voisines lyonnaises du coup dans un derby avec un but de Manon Hufren et puis une grande masterclass de notre gardienne Émilie. Donc voilà, c'était aussi pour leur rendre un petit hommage. Tout à fait. À nos féminines. Tu fais bien de le préciser, la gardienne qui a même été élue femme du match et une égalisation qui a été fêtée comme une victoire, puisque tenir tête un partout face aux Lyonnaises, c'est quand même un bel exploit pour les féminines. On peut les féliciter, tu fais bien de le préciser. Et avec nous, pour nous accompagner dans le chat, un homme qui rivalise justement avec Jean-Michel Aulas sur le ratio tweet par minute. Sauf que contrairement au président lyonnais, lui, il fait moins de fautes et il connaît un peu le football. Bonsoir Karl. Vous n'en manquez pas une pour m'attaquer, mais oui, bonsoir Keun, bonsoir l'équipe, bonsoir le chat, ravi d'être content d'être avec vous ce soir, ouais. Comment ça pour t'attaquer Bah quand c'est pas Kevin, c'est toi quoi. Bah non, mais je t'ai pas attaqué, j'ai dit certes que tu tweetais aussi vite que Jean-Michel Aulas, mais que tu faisais moins de fautes et que tu connaissais mieux le football, ça va ? Pas faux. C'est quand même pas mal. Bon les amis, ce soir... Karl, il a tellement l'habitude de prendre devant des ventes, c'est que même quand tu n'en mets pas un, maintenant il le prend comme ça. Quoi. C'est ça, il devient respire mon bec BD, respire, ça va bien se passer. Bon, au programme ce soir, on va bien sûr revenir sur le match du week-end contre Lille, le 0-0 qui a été obtenu au forceps sur les terres lilloises. On va passer un petit moment là-dessus. Ensuite, on aura un débat entre Alissa et Pascal Duprat. On voudra votre avis, bien sûr, dans le chat. À la place du coup de grisou, voilà, ça remplacera un bon petit débat qui, à mon avis, devrait vous intéresser. Et puis ensuite, on parlera du futur proche avec la semaine prochaine et la réception de Troyes. C'est une réception, hein ? Attendez que je dise pas de bêtises. Oui, c'est à domicile. Oui. Ouais, c'est à domicile. Et puis on parlera un petit peu aussi de la suite. On va commencer tout de suite avec le débrief du match. C'est parti. Active Saint-Étienne Night Club, le débrief. Alors pour commencer, j'ai envie de vous poser une question, messieurs, dames, et j'ai envie de vous la poser aussi à vous, le chat. Est-ce que le match de ce week-end, vous ressortez frustré ou satisfait ? Est-ce que, pour résumer, c'est un bon point de gratter ou est-ce qu'on aurait pu espérer mieux ? Je vais commencer avec toi, Joss. Pour moi, c'est un bon point. Bon, d'abord parce que moi, je ne l'avais pas forcément budgété. Lille, c'est un peu inégal, mais c'est quand même, fait partie quand même des gros cylindrés. Ils étaient pas si mal, bon, à part leur épisode en Ligue des Champions, mais ils étaient pas si mal ces derniers temps. Et en prenant ce point, on continue sans briser la dynamique. S'il doit y avoir une frustration, elle vient du scénario parce que on a été super bien organisé. Enfin, on a fait les choses
comme il fallait les faire. Ça a manqué, je trouve, un peu d'ambition dans le jeu, peut-être. Et ce Lille-là me paraissait peut-être un peu prenable. Ouais. Après, bon, faut pas non plus trop s'emballer avec ça. On aurait aussi très bien pu le perdre, ce match. On a un poteau, enfin On voilà. se souvient du poteau, Donc, ouais, notamment. absolument. Donc finalement, en termes de tableau de marche, c'est un bon point. En termes de confiance, c'est un bon point, même si les autres résultats, on en parlera en fin d'émission, sont pas forcément hyper favorables. Il faut en regretter presque de ne pas avoir pris plus, mais bon, après il faut savoir d'où on vient, et prendre un point à Lille, c'était pas du tout dans mon tableau de route jusqu'ici, donc moi je suis plutôt satisfait. Ok, donc plutôt satisfait pour Joss. Alissa, toi de ton côté, frustrée ou satisfaite? Non, satisfaite. Alors, dire qu'on a des regrets, c'est un peu chercher la petite bête. Alors, certes, on aurait pu prendre 2 points de plus, mais 1 point, franchement, c'est bien. Il faut pas oublier de savoir qui on est et surtout d'où l'on vient. On était sur la pelouse du champion de France, donc c'est plutôt satisfaisant. C'était un match assez cohérent. L'ASS continue de prendre des points. Saint-Étienne se rassure. Voilà, on reçoit 3 avec pas mal de confiance. Et en jouant de cette façon, en prenant des points par-ci par-là, on se rassure mine de rien pour le maintien. Donc oui, c'est un bon point qu'il faudra bonifier pour la réception de 3 évidemment. Voilà, après pour le match en soi, on a vu de la fluidité dans la circulation du ballon. Bon, jusqu'aux 30 derniers mètres, après ça se complique un peu. On s'est projeté sans mettre non plus le bus derrière. Moi, j'ai vu voilà, des joueurs qui n'ont pas baissé la tête. L'équipe était cohérente et voilà. En face, Lille a respecté Saint-Étienne, je trouve, sur le terrain. J'ai une impression aussi que les adversaires craignent un peu plus les Stéphanois maintenant. Donc voilà, je pense que même le LOSC peut avoir plus de regrets que nous par rapport à la prestation de vendredi. Alors, vous avez Alors, parlé de tous les... je rebondis juste sur un truc que vient de dire Ali, qui est très pertinent, un peu à l'inverse de ses arguments dans le débat de tout à l'heure. Ça se chauffe hein, depuis une demi-heure, sachez-le. Ils sont prêts. En fait, ça ne sera un bon point. C'est un bon point aujourd'hui, mais ça ne sera un bon point que s'il y en a 3 vendredi, évidemment. Oui. On est un peu dans la séquence qu'on connaissait avant le PSG. Un gros match, un match à 6 points. Un gros match, un match à 6 points. Bon, pour le PSG, on avait pris 0, on en prend 3 derrière. Là, on en prend 1, il faut quand même en prendre 3 derrière. Sinon, pour le coup, ça ne sera pas un bon point. Ça ne sera pas un point suffisant. Voilà. Ok, alors justement là, vous avez été tous les deux, vous êtes tous les deux partis sur des arguments, sans vouloir vous faire injure, hein, assez rationnels, assez mathématiques, assez comptables finalement. Mais est-ce que il n'y a pas quand même une petite frustration qui peut naître, par exemple de ce que tu disais Alissa tout à l'heure, que dans les 30 derniers mètres, l'efficacité offensive a été vraiment à revoir. Est-ce que vous pourriez l'expliquer cette inefficacité offensive? Est-ce que c'est lié au fait que Wabi Kazri était pas forcément là sur le début du match? Comment vous l'expliquez un petit peu cette difficulté à marquer contre le bloc lillois? L'absence de qualité offensive, tout simplement. Après, ça, c'est pas un scoop. Quand tu commences le match avec un bon gars, même s'il va beaucoup mieux, qui reste quand même un joueur maladroit, et Arnaud Nordin devant, on peut pas s'attendre à des miracles. Voilà, c'est le problème de cet effectif depuis longtemps. Il a été mal corrigé probablement au mercato là-dessus, avec la difficulté à trouver un neuf, un Crivelli qui joue pas. Ça restera un boulet jusqu'à la fin de saison. Après, l'équipe a su marquer des buts quand elle a ses autres éléments offensifs, notamment Wabi Kazri, notamment Romain Loma. Voilà. Donc, quand tu les as pas, c'est chaud. Voilà, c'est chaud. Effectivement, Joss, tu parles de Nordin. Moi, je préfère complètement, comme contre Montpellier, le voir en super sub. Entrer face à des défenses fatiguées, je préfère vraiment dans ce rôle-là. Après, pour Kazri, on s'y attendait un peu, mais Pascal Duprat a confirmé plus ou moins qu'il pourrait être titulaire contre 3 ce week-end. Donc, c'est plutôt bon signe, même si là, malheureusement, on ne pouvait pas compter sur lui dès le début. C'est sûr que le fait qu'il soit rentré en fin de match, c'est rassurant pour 3. On reparlera du match contre 3 et du potentiel aussi retour de Crivelli par rapport à l'efficacité offensive. Qu'est-ce que ça donne un petit peu? On peut aussi rajouter quand même que ce match-là, sur tous les derniers matchs, par exemple celui où on s'est créé le moins de vraies situations offensives.
Et ça, c'était probablement lié un peu à la façon d'aborder le match. Je n'irai pas jusqu'à dire que celui-ci, Dupraz était parti pour surtout ne pas le perdre d'abord, mais un petit peu quand même. Ouais. Voilà, j'espère juste qu'on abordera le match de vendredi complètement différemment. Qu'est-ce que En ça termes donne dans le d'intention. chat, Karl, le sondage que tu as fait est-ce qu'il y Bah, a, il y a une tendance qui se dégage du côté oui, supporter? bah, la tendance est nette au vu du sondage, c'est un bon point de prix. Après, quand on lit les commentaires, c'est un peu plus mesuré. Il y a Magic Power d'un côté qui nous dit comment ressortir frustré. Lille on aurait bien pu perdre si Onana savait mettre une tête. Il y a Sam Vert qui pointe Nordin et qui dit avec un autre joueur que Nordin, on pouvait espérer mieux. Et il y a Jupra qui résume un peu le bon point de prix en disant les deux en même temps, satisfait de ce point, mais frustré car on pouvait rêver mieux sur ce match. Mais bon, on peut le perdre aussi, donc surtout satisfait. Voilà. Alors ça, c'est de la vie tranchée de la banquière. Hein. Sérieusement, ça, c'est de la vie tranchée. Hein. J'adore. Ah bah ça prend des risques, hein, ça se mouille. Non, moi j'ai une question à vous poser, alors je mets un peu les pieds dans le plat. J'espère que vous n'allez pas tous me tomber dessus, mais en même temps c'est pour apporter un peu de débat. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'il y ait un petit effet relâchement suite au bon dernier résultat? On sait que depuis l'arrivée de Pascal Dupraz, on est quand même sur une courbe ascendante. Est-ce que vous n'avez pas peur que certains dans l'effectif se croient un peu arrivés et se relâchent et fassent moins les efforts qui ont pourtant fonctionné ces dernières semaines? Alissa, t'en penses quoi? Non, au contraire, moi je pense que les joueurs, enfin le groupe globalement veut poursuivre sur cette dynamique. Ils ont en tête que chaque match est une finale et ils sont encadrés, ben, on en parlera dans le duel, ils sont encadrés par un coach qui les pousse, qui au quotidien, qui à l'entraînement est derrière eux à fond. Et puis en plus de ça, ils vont jouer des matchs dans un chaudron qui, on l'a vu, est de plus en plus plein. Donc ça va énormément aider. Donc non, je pense pas qu'il y ait de relâchement. Au contraire, je pense que chaque match sera joué comme une finale jusqu'à la dernière journée de cette saison. Je ne sais pas si c'est là où tu voulais en venir, Ken, mais moi, j'ai pas senti de relâchement dans le match, pas de relâchement dans le sérieux et dans les intentions. C'était pas un match terrible, mais j'ai pas Non. senti de dilettantisme. Après, le risque, il existe, mais là, je rejoins Ali. Je crois pas que la dynamique du moment soit celle-ci. Ok. Il y a quand même un truc de groupe qui s'est créé. Je suis assez confiant sur le fait que peut-être qu'on s'en sortira pas, mais je pense pas que ça sera à cause de ça. Ok, très bien. On a parlé un petit peu de l'aspect offensif de cette rencontre. Je vous propose qu'on passe maintenant à l'aspect un peu plus défensif. C'est un deuxième clean sheet d'affilée. Est-ce que ça suffit pour dire que on a trouvé une certaine stabilité défensive? Et si oui, qu'est-ce qui expliquerait un petit peu cette imperméabilité, on va dire, depuis 2 matchs et cette restabilisation, on va dire, depuis plusieurs matchs? Bah, déjà le système 3-5-2. Et là, pour le coup, on avait le retour de Moukoudi, qui, il faut le souligner, on a eu un super match de notre petit sergent, enfin de On va en notre parler, grand ouais, sergent. Moukoudi, ouais. Ouais, on va en parler. Donc, ouais. Ouais, je pense que c'est à souligner et que notre défense nous a fait du bien sur la pelouse du LOSC. Joss? Oui, et puis alors, ouais, j'allais dire, je suis d'accord sur mon Cody, sauf sa qualité de relance surtout au début du match, c'était quand même pas terrible. Mais on a aussi vu un match sans bourde de Bernardoni. Donc ça, moi, je Ouais. suis assez content parce que je commençais un tout petit peu à flipper là-dessus, parce que c'était une par match. On voit que quand il n'y en a pas une grosse bourde, bah, c'est déjà plus facile de faire un clean sheet. Le retour a effectivement quelque chose qui semble assez solide. C'est probablement lié au système. C'est aussi la preuve que dans ce système, les joueurs arrivent à être interchangeables. On vient de citer le cas de Moukoudi. Donc ça veut dire que c'est un collectif qui tient la route. Et ça veut dire surtout que on a un système qui est clairement identifié par les joueurs, qui est compris par les joueurs, qui est probablement travaillé aussi. Bah, Et t'en parles dans c'est ta pas chronique du forcément... jour. Le fait Exactement. que le coach ne fasse pas 50 changements par match, change de système à tous les matchs, voire des fois à l'intérieur même du match, les joueurs ont peut-être effectivement plus de repères et défensivement ça se ressent. Absolument, Oui. je pense qu'un des talents de Dupraz serait arriver à ramener de la simplicité, tout simplement, d'arrêter les expériences multiples et variées. Et du coup, à mon sens, les joueurs s'y retrouvent un peu plus parce que
c'est plus rassurant pour eux et on a un système qui est effectivement basé quand même sur une défense solide. Donc voilà, donc ça marche et je suis content que ça marche parce que sinon ça serait un peu tristoun. Mais ce que j'ai retenu surtout dans le système là, c'est qu'on peut changer un Mangala par un Mukudi. Ça remet pas, on passe pas d'une défense sereine à une défense fébrile, quoi. C'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que les mecs commencent à bien avoir compris le truc. Alors, vous parlez de Mukudi, c'est très bien, ça nous fait une belle transition. J'avais une question un petit peu à vous poser, à vous dans le chat et à vous aussi, chers chroniqueurs. C'est, est-ce que le retour de Mukudi peut changer la défense titulaire qui s'était installée depuis quelques matchs? Est-ce que, selon vous, Mukudi doit être titulaire? Et si oui, à la place de qui dans cette défense? Alors, moi, j'y crois pas une seconde. Tu crois pas au retour de Mukudi titulaire? Alors, je sais même pas dire si je pense qu'il devrait. J'ai à peine un avis là-dessus. Je pense qu'il le fera pas, Dupraz, parce que aujourd'hui, si on est allé chercher Mangala, c'est pour aller chercher de l'expérience, pour aller chercher le grand frère. Il a joué tous les matchs à partir du moment où il a été apte à jouer le premier. Là, il jouait pas parce qu'il avait une carton jaune. Aucune espèce de doute que Mangala sera en défense centrale vendredi. Et peut-être que là aussi, en vertu de ce qu'on vient de se dire, peut-être que c'est la bonne solution pour là aussi créer du repère, des références, etc. Même si sportivement, probablement Mangudi a des qualités que Mangala n'a pas aujourd'hui, dans le physique notamment, dans la rapidité. Mais il apporte autre chose et je crois pas que on en parlait il y a pas très longtemps avec Romain sur les joueurs qui sont un peu écartés comme Neyou, Trocco, ça mériterait un débat à part entière. Mais aujourd'hui, il a un groupe, quoi. Il a un groupe, il a une cellule. Tant que ça marchera, il s'en éloignera pas. Voilà. Ouais. T'es d'accord avec ça, Alissa? Toi, tu vois pas Mukudi reprendre une place de titulaire? Non, déjà, je te rejoins à 100% là-dessus. Après, je pense qu'il peut faire du bien dans la rotation des défenseurs centraux. Puis je pense qu'il faut aussi souligner le bon match de Gourna qui a fait une belle performance et de Camara devant. Camara qui a gagné la quasi-totalité de ses duels, pardon. Donc tout comme Gourna d'ailleurs qui a été impérial et précis dans l'ensemble de ses passes, qui a fait un match de taille patron à seulement 18 ans. Donc ça aussi, je pense que c'est important de le souligner, autre que Mukudi. Là encore, ça rejoint un truc dont j'ai parlé dans la chronique du jour. Je pense qu'une autre des qualités de Dupraz, c'est de pas demander à certains joueurs autre chose que ce qu'ils savent faire. Si moi, il me semble que Camara, ça va quand même mieux, parce qu'il est dans un rôle où il fait exactement ce qu'il doit faire. Il a pris le brassard, ce qu'il sait faire, on lui demande pas plus, et ça, il le fait plutôt bien. Donc, on revient à des choses simples, en fait. On revient à des choses simples, des recettes simples. Alors, moi, ce qui m'embête un petit peu dans votre raisonnement, c'est que vous mettez forcément, du coup, Mukudi en concurrence avec Mangala. Vous pensez pas que les deux puissent être alignés côte à côte, avec, par exemple, Falaï Sako qui serait décalé sur la droite, aux dépens de Tube, par exemple? Oui, l'association avec Mangala peut être intéressante. Pourquoi pas la tester contre 3, je sais pas. Mais oui, pourquoi pas. Ok, qu'est-ce que ça en dit dans le chat de ce débat sur Mukudi et sur la stabilité de la défense? Bah écoute, sur Mukudi, les 3/4 disent que non, il ne viendra pas rebattre les cartes dans la hiérarchie défensive. Après, il y a toujours 2-3 personnes qui y croient. Il y a par exemple Jupra qui nous dit « Je suis Mangala, je me fais du souci avec le bon retour de Mukudi ». Et il y a Magic Power qui dit le Muku risque de retrouver le banc, donc à voir vendredi ce que ça va donner. Ça va être une sacrée concurrence dans l'axe, bonne pression pour Mangala. Et sinon, il y a MBBA qui nous dit non pour Mukudi. Perso, 2 passes à l'adversaire. Non merci, Mangala apporte de plus d'expérience. Et enfin, il y a Goloris qui nous dit Mukudi pour un match de reprise, c'est bien. Il concurrence Mangala uniquement. Sako et Nadé sont intouchables pour le moment pour moi. C'est fou, hein, ça, quand même. Je me permets de faire une mini parenthèse, parce que je pense qu'on va être globalement tous d'accord sur le niveau actuel de Michael Nadé. Mais si au début de la saison, on nous avait dit que Michael Nadé, ce serait un titulaire absolument indiscutable, je vous avoue que personnellement, j'y aurais pas cru. Hein. C'est une sacrée ascension. Vous l'expliquez comment, son ascension? Est-ce que justement l'apport de Mangala au mercato d'hiver a pu l'aider dans la sérénité, dans son placement, dans toutes ces choses-là?
Ben, c'est sûr que un Mangala, ça aide forcément, mais je pense que ceux qui réduisent la progression de Nadé à l'arrivée de Mangala se trompent. Il a progressé depuis le début de la saison, ce mec-là. Ouais, Il avait il commencé à s'est. progresser bien avant l'arrivée de Mangala, hein. Et quant à savoir comment l'expliquer, ben, je ne sais pas l'expliquer parce que pour moi aussi, c'est quelque chose d'assez fulgurant et j'ai toujours du mal à expliquer les il fulgurances. Et moi, je trouve qu'il s'est affûté, qu'il a progressé en vitesse, en tonicité et qu'il commence à avoir des bonnes anticipations. Donc, pourquoi? Enfin, pour moi, il a toutes les qualités pour devenir un titulaire indiscutable aujourd'hui. Ouais. Bah, tu dis qu'il s'est affûté, je vois Green Prospect dans le chat aussi qui dit qu'il est beaucoup plus fit. Il me semble qu'il a donné un interview justement récemment où il disait que il avait compris certaines choses du haut niveau, qu'il y avait certains excès qu'il pouvait plus faire et que ça l'a aidé à progresser. Euh, Ouais, il a encore une belle marge de progression, mais Tout je à pense fait. que ça va donner quelque chose de sympa. Ouais. Et après Fofana, après Saliba, Michael Nadé, So, décidément la SSE forme de bons défenseurs centraux ces derniers temps. Je vous propose qu'on parle des tops et des flops de ce match avec en préambule quand même une petite phrase que j'ai trouvée dans la chronique de Joss Randall cet après-midi. Le projet est devenu trop collectif pour qu'on puisse réellement sortir des individualités du lot et ça je trouve ça assez vrai. C'est vrai qu'on avait plus de Et facilité à trouver des tops et des flops sous Puel que sous Duprat. il y a vraiment des gens qui lisent encore les chroniques de Joss. Moi je le fais depuis que Eh, je le connais parce que je sais qu'il va me faire la gueule sinon, mais sinon je le ferai pas évidemment, on est d'accord. les gens qui savent lire sans avoir besoin de Google, ouais, ils le font en général. Mais, non, mais tout est. Enfin, je connais pas cet auteur, mais c'est tellement brillant que j'ai rien à ajouter. Ouais, Je sortirais quand même Michael Nadé pour ce qu'on vient de dire parce que il m'épate à chaque match, ce garçon. ouais, Voilà, j'ai bien aimé aussi l'expression. Enfin, j'ai pas envie de les dissocier, mais le milieu terrain était bon, je trouvais. Voilà. ok. Euh, et puis j'aime bien l'énergie nouvelle de Bouanga, même si elle est encore polluée par tellement de maladresse technique. Mais on est en Mais train on de voit retrouver qu'il un a à mec nouveau envie, ça fait déjà plaisir. oui, voilà, il est dans le bon sens là, Bouanga. Voilà, dans le bon sens. Et du côté des flops, alors tu nous as dit plutôt Ah, Nadé et le milieu de terrain. Et en flop, alors bon, je sais qui tu vas parler, mais je vais te le laisser dire dans ta bouche, ce sera mieux. oui, bah Nordin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, je le dis depuis longtemps, mais j'ai pas du tout l'impression d'être précurseur là-dedans. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. Ouais, C'est un mec qui, 20 minutes à la fin d'un match, par sa percussion, quand les défenses sont fatiguées, va pouvoir arriver à faire des choses. Un match tous les 10 matchs, il est brillant, comme il l'a été il y a pas très longtemps. Et puis le reste du temps, c'est un robinet d'eau tiède. C'est un mec, il est, il est un peu inutile, quoi, Nordin. Et en plus, quand il est en situation où il doit se rendre utile, il a deux situations où il doit faire bien mieux que ce qu'il a fait. Voilà. Pour moi, on peut pas compter sur ce mec-là. Voilà, il est pas fiable. C'est pas un dire que j'ai attaquant fiable. entendu un chroniqueur dans une grande radio nationale l'appeler Nordinho à l'issue du match contre Montpellier. Ce qui, certes, oui, il avait été très bon, son entrée, mais c'est vrai que c'est un peu frustrant de voir 90% de ses prestations pour 10% de très bonnes. Alissa, t'es d'accord sur le flop? Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je mettrais Boudbouz aussi, qui a quand même perdu des ballons. Je trouve qu'il a un petit peu ralenti le jeu. Enfin, on a vu, je veux dire, des meilleurs matchs ces derniers temps de sa part. Ouais, Voilà, sinon Nordin aussi, je rejoins 100% Joss. Et puis globalement, les entrants, bon, les entrants qui sont rentrés vraiment en fin de rencontre, je sais plus précisément à quelle minute, mais globalement les entrants, ouais. ok. Oui, avec l'entrée de Sako aussi, qui a pas été incroyable. Ouais. Ouais, j'ai failli le citer. Bon, alors c'est toujours dur parce qu'il a peu joué. Mm, Je trouvais que ça faisait peine à voir, par contre. ouais. Vraiment. Ça m'a fait de la peine pour lui. Après, si vous ne l'avez pas lu, deuxième très bon article de l'ami Romain cette semaine. Ça fait deux en une semaine, donc je pense qu'il nous couvre quelque chose. Mais l'article le mercato réussi ou pas est très bon. Et j'ai bien aimé la façon dont il a Tout à formulé fait. l'avis qu'on peut avoir sur Sako. Euh, on a presque pas envie de le charger, ce mec-là. Il est arrivé, c'était une opportunité, il était à court de forme. Et très probablement que c'est quelqu'un qui fait du bien au groupe aussi, par ses sourires, par son apport interpersonnel, son apport humain. Après, sportivement, ça pique un peu les yeux.
Tout à fait. Alors, je me permets d'appuyer ce que tu viens de dire. Effectivement, très bon article que j'ai lu tout à l'heure, que vous pouvez retrouver sur Peuple Vert, de Romain, où il analyse un petit peu le mercato et le travail des 4 mousquetaires, comme il les a surnommés, avec Soukas, Perrin, j'ai oublié le nom du mec de l'ombre, dont on parle jamais. Rustem, c'est ça. Tiens, qu'est-ce que ça en dit, qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport un petit peu au top et au flop de ce match? On a cité Nordin dans les flops et Nadé dans les tops de notre côté. Ça reprend un peu ces idées-là? Oui, bah du coup, oui, c'est exactement les mêmes noms qui ressortent. Il y a Nadé et Gourna en top. Il y a parfois Camara que j'ai vu passer aussi en top. En flop, Nordin qui remporte tous les suffrages. Et puis il y a Green Prospect, nos amis Green Prospect, qui mettent en avant aussi qui mettent en avant du mauvais point de vue l'entrée de Sakho. Il nous dit il manque de rythme et ça se voit, mais je l'enterre pas. Il joue peu depuis son arrivée à cause des blessures. Et ça a fait pas mal réagir le chat qui était plutôt d'accord avec nos amis Green Prospect. Et oui, juste aussi, c'est une des rares fois qu'on ne peut pas mettre Colo dans les flops. J'ai vu passer que c'était le joueur qui avait touché le plus de ballons, donc je pense que c'est à souligner, vu que c'est assez rare pour le coup. Effectivement, et on sait qu'il aime pas trop ce rôle de latéral gauche / piston gauche, mais au final, je sais pas ce que vous en pensez, mais depuis qu'il est chez nous, moi je trouve que c'est là où il est le plus performant. Puis depuis que ça va mieux, là, il fait le job. Colo, c'est un peu comme Camara. Enfin, il faut sortir de la tête que ce sera un joueur de foot brillant. Il ne le sera pas. Je pense que lui aussi, fondu dans un collectif qui tourne, il fait des matchs corrects. Voilà, il fait des matchs corrects. Après, Colo, il n'a pas une qualité de centre extraordinaire. Il n'a plus un coffre extraordinaire qui lui permet de faire l'essuie-glace. Donc ça y aura toujours des limites. Mais déjà, il fait pas de conneries, quoi. Enfin, moi, je me rappelle d'une époque où Colo, c'était un peu comme Bernardoni récemment, c'était une connerie par match, quoi. Je trouve que ça tient plutôt bien la baraque, quoi. Voilà. Il a provoqué beaucoup de pénaltys, notamment quand tu parles des erreurs de Colo. On se souvient d'une époque où on savait qu'on partait avec 0-1 parce qu'il y avait un pénalty de Colo dans le match à un moment ou à un autre. Pour terminer sur ce débrief de Lille Saint-Étienne, ouais, t'allais dire un truc? Non, j'allais dire oui, je vois Patrick Guillou qui dit le flop, la qualité du match. Alors c'est vrai que sur le fond, il a raison, que je pense que si un supporter hors Saint-Étienne ou hors LOSC allume sa télé et regarde le match, se dit ouais non mais je vais éteindre, je vais aller faire autre chose. Mais voilà, en tant que supporter stéphanois, je pense que ce qu'on retient, c'est le point qu'on ramène dans le forêt plus que tout, c'est vrai. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était la 28e journée de Ligue 1. C'était pas la plus emballante en termes de spectacle, puisque si on enlève les 2 derniers matchs, Lyon-Rennes et Brest-Marseille, il y a eu 1, 2, 3, 0-0, 2, 1-0. C'était une journée assez peu prolifique, une journée assez calme, on va dire. Ouais. Moi, j'aimerais juste vous poser une question pour terminer ce débrief. Alors, c'est une question qu'on m'a dit de poser, même si je suis pas sûr de la comprendre parfaitement, donc vous allez peut-être pouvoir éclairer ma lanterne. Ça se resserre en bas du classement. Bonne ou mauvaise nouvelle pour les Verts? Je vois pas à quel point ça pourrait être une bonne nouvelle, donc je vous demande, bonne ou mauvaise nouvelle pour les Verts? C'est une bonne nouvelle. Oui. Sachant que ça va vraiment se jouer jusqu'à la dernière journée, enfin surtout là jusqu'à la 18e place. Et voilà, c'est pourquoi il est important, je pense aujourd'hui, de gagner déjà face aux concurrents directs, dont 3 qui va arriver. Parce que voilà, encore ce week-end, on a pu voir Bordeaux, qui s'est incliné au parc, même si c'était à prévoir. Je pense qu'on peut surtout faire un trou encore plus conséquent avec les 2 dernières places. Même si je pense que ça va vraiment se jouer jusqu'à la fin et que rien n'est gagné, quoi. Et puis n'oublions pas qu'en tant que barragiste, on est toujours à la merci d'une relégation aussi. Hein. C'est pas parce qu'on fait pas partie des 2 derniers que c'est gagné. Joss, donc pour toi aussi c'est une bonne nouvelle? Je pense que si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, c'est comme ça déjà. Ça ramène des équipes qui n'étaient il n'y a pas très longtemps plus concernées par le maintien dans la zone concernée, notamment Angers. Angers qui, on le rappelle, est sur une série de 6 défaites consécutives. Hein. Absolument. Moi, j'ai regardé un peu les calendriers comparatifs de toutes ces équipes. Je suis pas sûr qu'on soit les moins bien lotis. Une fois encore,
7 défaites. Ça veut rien dire, ça veut rien dire. Ça peut encore très bien virer, comme très mal virer. Ça a déjà commencé vendredi. En tout cas, ça va nous donner un rush final intéressant. Il y aura au moins ça. Voilà. Alissa, ouais, tu voulais rajouter? Non, je sais pas si Reims ou Brest même, il me semble qu'ils sont pas vraiment à l'abri non plus encore devant. Donc ouais, il y a beaucoup d'équipes derrière et ça va être palpitant la course au maintien. Bah là, on voit déjà que la semaine prochaine. Au risque de ressortir un souverain pensif, comme j'aime bien le dire, si tu gagnes tes matchs, forcément tu t'en sortiras, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, c'est tout bête. Hein. Jupra aurait pu sortir un truc comme ça, avec du fond. Faut gagner les matchs qu'on doit gagner. Après, on verra bien le reste du classement. Mais si on gagne contre 3 déjà, voilà, tu vois devant le classement, tu leur passes devant. C'est sûr Gagnons nos que matchs et puis on verra bien. la victoire contre 3, on en parlera un petit peu dans la deuxième partie d'émission, mais si on regarde le classement, là, elle donne envie. Hein. Imaginez avec 3 points de plus et la stack qui reste à 28, ça donne envie. Ça va être une belle soirée avec un chaudron plein. Moi, j'ai hâte. Ouais, tout à fait. Le chaudron qui se remplit de plus en plus. Hein. D'ailleurs, les places pour Saint-Étienne-Marseille sont en vente et on a déjà tout le COP Nord qui est plein. Donc ça fait plaisir aussi de voir un petit peu le retour du public, ce qui se comprend parce que c'est quand même plus intéressant ce qu'on voit sur le terrain depuis quelques semaines. Oui, et puis les places à 10 € peut-être aussi. Et les places à 10 €, tout à fait, tu fais bien de le préciser. Je me suis toujours pas remis de ce Paris Saint-Etienne que je suis allé voir et où j'ai payé 55 € ma place pour être dans un bout du virage tout pourri. Saint-Etienne est un club populaire et doit le rester absolument. Qu'est-ce que ça dit dans le chat par rapport à ce resserrement du classement en bas? Dis-moi, Kun, je te dis que dans le chat, ils voient ça plutôt d'un bon œil en disant que finalement, si ça se resserre, c'est que devant, il y a de plus en plus d'équipes aussi concernées par le maintien et qu'on a plus de chances au final de s'en sortir. Bonne nouvelle pour nous, les joueurs resteront concentrés jusqu'au bout au moins, pas de relâchement et pas de risque de se dire que le maintien est acquis. Il y a MBBAM qui nous dit bonne parce qu'il y a plus d'équipes concernées, mauvaise à cause des victoires de Lorient et Troyes qui ne nous permet pas de faire un trou même si on bat 3. Ok. Messieurs, dames, je vous propose qu'on passe à la deuxième partie de cette émission et on va engager un duel. On va lancer une joute verbale entre Alissa et Joss qui vont s'affronter au sujet de notre coach Pascal Duprat. Et vu que c'est une nouvelle, on va dire, rubrique, on n'a pas de jingle particulier, mais Alissa m'a dit qu'elle avait un jingle. Donc à toi la parole. Allez, c'est parti, je lance. Bon, j'arrête ici parce que mes collègues vont se demander ce qui se passe dans le salon. Eye of the Tiger, bien sûr, on a tous reconnu Rocky. Je précise que si la chaîne est ban, la responsabilité sera sur toi pour les droits d'auteur. Non, alors plus sérieusement, du coup, le débat Carissaco ce soir va concerner Pascal Duprat et il va s'orienter en 3 questions. La première que je vais vous poser, Joss et Alissa, c'est Duprat, est-ce que c'est un entraîneur sous-coté qui souffre d'une sale image? Est-ce que Pascal Duprat est sous-coté? Et s'il n'est pas sous-coté, est-ce que c'est seulement un fin psychologue fait pour des missions commando? Et je vous laisse commencer. Qui veut prendre la parole en premier? Je veux bien. Eh ben allez, on t'écoute. Oui, et puis en plus avec mon romantisme légendaire, tu te doutes bien que j'avais laissé parler Ali d'abord. D'autant plus que ça va être vite fait, donc. Il est très 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 confiant, Joss. J'espère que tu vas pas tomber de haut. Allez, Alice, on t'écoute. Alors oui, Pascal Duprat, c'est un spécialiste du maintien, ça tout le monde le sait. C'est un entraîneur qui sait unir les troupes pour les combats, qui a l'esprit commando. À Saint-Étienne, je trouve qu'il a vite cerné les problèmes de l'équipe. Il a su dégager une ossature, un système de jeu connu des joueurs, comme on en parlait tout à l'heure.
et tout le monde va dans son sens. Il est revenu à des principes simples mais efficaces. Alors certes, c'est pas la solution la plus fun et la rassurante sur le papier, mais je pense qu'aujourd'hui, elle a su convaincre les joueurs et on sent une certaine unité collective. Aussi, en plus, bon, il a vraiment changé, je pense, le visage de l'ASS et il correspond au club. Je trouve aussi que dans sa communication, il est assez instinctif et assez drôle. Que toutes tes analyses sont justes. Pour moi, c'est un compétiteur qui fonctionne à l'affect et à la gagne. C'est un homme sur le fond qui est sympathique, simple et pour moi, ce coach, en fait, c'est une personne qui correspond exactement à la mentalité stéphanoise et c'est ce dont on a vraiment besoin encore aujourd'hui, quoi. Et alors, pour te pousser un petit peu plus loin dans ton raisonnement, du coup, est-ce que en cas de maintien en fin de saison, parce qu'en cas de non-maintien, on sait très bien ce qui va se passer, mais en cas de maintien, est-ce que tu le garderais pour 1 saison, 2 saisons, 3 saisons de plus ? Alors oui, donc c'est là où avec Joss, nous ne sommes pas d'accord. Alors moi, j'ai 5 points pour un peu, pour conforter mon idée. Alors, Déjà, on t'écoute. Alors le premier, conforter un coach qui te maintient, enfin, je l'espère, et surtout qui a ramené une certaine joie de vivre dans le groupe, qui a ressoudé les troupes. Donc pourquoi s'arrêter là? Ensuite, trouver un minimum de stabilité au sein du club. Et selon moi, ça commence par l'entraîneur. On a vu passer quand même un bon nombre de coachs ces dernières années. Ensuite, moi, je me demande, s'en séparer, mais qui pour le remplacer? Aujourd'hui, on n'a ni nom ni piste, même si ça va dépendre de notre position et du mercato estival. Mais c'est vrai que quand on voit Bordeaux qui change de coach pour prendre Guillon, et la finalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont toujours lanterne rouge. Guillon qui avait été évoqué à la place de Duprat aussi. Exactement. Alors oui, trouver un entraîneur, c'est pas le plus compliqué, ça je peux vous l'accorder, mais la question que je me pose aussi, c'est quel est le projet du club en vue de la saison prochaine. Ensuite, ne pas oublier la réforme qui nous attend avec plus de descente. Et je vais renvoyer la balle à Joss avec une question: si ça fonctionne, pourquoi changer? Joss, si ça fonctionne, alors, pourquoi changer? En préambule, je tiens à dire à tout le monde que j'adore Alissa. J'ai aucun problème avec elle, mais je vais être obligé de lui démontrer qu'elle se trompe. Alors d'abord, elle n'a pas répondu à la question. La question, c'était, en gros, est-ce que c'est un entraîneur sous-coté, donc un bon entraîneur, un mec qui est un vrai entraîneur de foot et qui est sous-coté, qu'on sous-cote à cause de son image, ou est-ce que c'est juste un homme de coup qui joue sur la corde psychologique? C'est un manager. Moi, clairement, pour moi, le débat est vite tranché. C'est un homme de coup. Je suis désolé de le rappeler, mais les faits sont têtus. Je vais vous prendre une métaphore que je vis actuellement dans ma vie professionnelle, qui est celle du recrutement. Quand on regarde pas assez l'expérience de quelqu'un sur son CV, qu'on creuse pas assez, on a souvent de nouvelles surprises. J'en ai fait la meilleure expérience récemment. Pascal Dupraz, partout où il est passé, ça a jamais marché après. Son gros fait d'armes, c'est Toulouse 2016. Ça a foiré l'année d'après. À Caen, ça a foiré. Et à Thonon-Gaillard, ça s'est quand même pas super bien terminé. Donc, malheureusement, je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai talent psychologique, qui sait soigner les têtes. Et c'est exactement ce dont on avait besoin. Donc, l'idée n'est pas du tout de dévaloriser ce que fait Pascal Dupraz. Ce qu'il fait, il le fait très bien. Mais pour moi, on construit pas un projet là-dessus. Mais quel est le projet, Joss? Quel est le projet, déjà, de la SS? Ça, c'est une grosse question, parce que la saison prochaine, on ne sait pas trop ce que ça va être, quoi. Oui, il y a encore beaucoup d'inconnus là-dessus. Mais quel que soit le projet, et je suis même pas sûr que nos dirigeants aient les idées très claires là-dessus, le projet, pour l'instant, c'est de rester en Ligue 1. C'est de rester en Ligue 1, et je pense qu'il n'y a qu'un objectif. Je fais juste un petit détour par le fait qu'il ne faut pas se laisser non plus endormir par d'abord la situation, le positivisme de la situation, et la com que Pascal Dupraz met autour de tout ça, qui est absolument maîtrisée et calculée. Quand il n'arrête pas de dire qu'il n'a que par amour, que son contrat s'arrêtera en mai, moi j'y crois pas un quart de début de seconde. Et quelque part, on peut comprendre que s'il maintient le club, il puisse aller frapper à la porte des dirigeants en disant j'ai maintenu. Mais je reste absolument convaincu que
au-delà de l'effet psychologique, une fois qu'il sera passé, ça suffira pas. Ça suffira pas pour conduire un projet sportif sur la durée. Parce que je pense que ce garçon n'a pas les armes. S'il les avait, il aurait réussi à Caen, il aurait réussi à Toulouse. Or, il n'a pas réussi. Donc moi, j'affirme que ça serait une énorme bêtise de garder Pascal Duprat l'année prochaine. Ok, alors Après, on peut, je termine juste, Kun. Effectivement, on peut voir le débat sous l'angle de, mais oui, mais qui de mieux? Bah justement, la question, et j'espère que au club tout le monde se la pose, j'espère qu'ils commencent déjà à travailler sur ce scénario-là. C'est-à-dire, si on reste en Ligue 1, qu'est-ce qu'on veut faire, quels moyens on aura, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de projet sportif, et quel est l'homme qui peut conduire ça. Effectivement, si on n'est pas dans cette configuration-là, et on peut le redouter parce que on a démontré qu'on était capable de ça récemment. Si on est dans l'attente du 25 mai au 24 mai, je sais plus quand s'arrête le championnat, pour savoir si on est en Ligue 1 ou en Ligue 2, on va se retrouver au pied du mur. Et là, effectivement, la tentation sera forte de dire bon, ben, on a un mec, il a sauvé le club, on continue un an avec lui. Mais je suis toujours parti du principe que les choix par défaut sont des mauvais choix. ouais. Voilà. D'autant plus que, alors là on parle de l'avenir, de la saison prochaine. La saison prochaine, Alissa comme Joss, comme moi et comme vous tous, on a tous beaucoup plus de questions que de réponses dans la tête. Est-ce que le club sera vendu? Est-ce qu'on sera en Ligue 1 ou en Ligue 2 déjà? Quel effectif on va avoir à disposition? Quels moyens on va avoir à disposition? Est-ce que Loïc Perrin va rester? Enfin bref, il y a énormément de questions et très très peu de réponses pour l'instant. Ouais, et puis là, on sent que avec les joueurs, la mayonnaise prend. Alors, je sais pas ce qui va se passer au mercato estival, mais avec ceux qui sont en place et qui le resteront, du coup, ils vont devoir se réadapter à un nouveau coach, ils vont devoir se réadapter à des systèmes. Enfin, je sais pas, mais Ça va être un effectif qui va être beaucoup remanié aussi. Hein. Ouais, Il y a beaucoup de joueurs qui seront plus là. Donc voilà, je suis pas sûr que ça ce soit un paramètre réellement à prendre en compte. Ouais. Oui, mais encore une fois, ouais, c'est dommage parce qu'aujourd'hui, ça marche. Alors, on ne sait pas si les prochaines journées, ça sera la même dynamique. Mais aujourd'hui, ça marche et on veut prendre le risque de se projeter avec un autre entraîneur, avec un autre technicien pour peut-être arrêter cette série. Ouais, c'est quelque chose que j'ai du mal un peu à imaginer. Alors, moi, j'aimerais aussi reprendre un des arguments de Joss. Tu disais, et en théorie, je suis quand même plutôt d'accord avec toi là-dessus, que Duprat, quand tu regardes ses précédentes expériences, que ce soit à Caen, à Toulouse, à Évian, ça s'est régulièrement mal terminé. Mais j'ai quand même envie de te titiller là-dessus. Est-ce que le football aujourd'hui Non. n'oblige pas un peu ça? J'ai l'impression que la grande majorité des coachs, leurs expériences respectives se terminent mal en général. Je connais au final peu de coachs. Le seul exemple qui me vient là récent, c'est Christophe Galtier qui part avec Lille en étant champion de France après les avoir sauvés de la relégation. Mais sinon, la majorité des coachs, quand ils partent, c'est souvent viré ou souvent avec... Oui, mais ça, ok, c'est la vie des coachs. On sait qu'aujourd'hui, les temps de cycle sont courts et que c'est le premier fusil, etc. Mais les coachs qui ratent quasiment systématiquement leur année d'après, après être arrivé en cours d'année, j'en connais pas tant que ça, moi. T'en connais beaucoup, toi, Ken? T'as beaucoup d'exemples? Parce que Dupraz, c'est ça, dans ses 2 dernières expériences, c'est-à-dire que c'est l'année d'après où il se passe un truc qui colle pas, quoi. C'est vrai. Donc voilà, après on n'est pas en train de dire, l'idée n'est pas de dire est-ce qu'il existe un coach qui va venir un peu à la Galtier bâtir un projet sur 5 ans, sur 8 ans, et je suis même pas sûr que ce soit souhaitable. Et si on rappelait Galtier mais on est en train de parler d'un mec qui n'a jamais prouvé qu'il était capable de faire la bonne année d'après, quoi. C'est tout. Donc moi je dis ça cache quelque chose, voilà. Mais du coup, Joss, toi tu prends qui pour la saison prochaine en cas de maintien? J'hésite entre Diego Simeone et pour te faire plaisir et honnêtement j'en sais rien. Après on va ressortir la liste, mais y a Batles qui semble être évidemment tout correct, le monde a ce mais nom à la disons bouche qu'avec la même direction, je suis pas sûr que ce soit faisable. etc. Faudrait que le club soit c'est vendu, difficile, c'est difficile de poser des scénarios tant qu'on connaît pas exactement quel sera le contour du projet en termes financiers, en termes
vente, pas vente. Enfin, il y a beaucoup trop d'inconnus. Mais malgré toutes ces inconnus, moi personnellement, je suis pas sûr que Pascal Dupraz, même avec la même direction, avec des moyens limités, soit l'homme idoine pour piloter un projet sur une saison. Je pense qu'au bout d'un moment, le management uniquement psychologique, même s'il a été fondamental et que beaucoup trop de coachs l'oublient, notre prédécesseur coach l'avait complètement mis de côté, ça, je pense que ça ne suffit pas. Il y a un moment donné où il faut aussi avoir des idées. Je suis entièrement d'accord avec ce que dit Dominique dans le chat. L'attelage Dupraz-Sablé peut très bien se poursuivre. Bah, déjà, on sait tous que Sablé est énormément impliqué dans ce coaching aussi. Tout à fait. Mais je suis vraiment d'accord avec ça pour le coup. Pourquoi pas poursuivre avec ce duo finalement. Bah, je rajoute juste que Sablé aussi est en fin de contrat à la fin de l'année parce qu'il avait été prolongé qu'une saison. Donc je rajoute juste ça quand Ah on oui, en parle. Ouais. effectivement. Ouais. Je garde la parole, mon ami Karl. Qu'est-ce qui ressort dans le chat de ce débat entre Joss et Alissa sur le futur de Dupraz à la tête de l'équipe? Bon, déjà, je voudrais dire qu'il y a des affaires de corruption. Ouais. Je parle évidemment d'Alissa et sa sœur. Ouais. Mais en dehors de ça... c'est une honte. Marlène, Monsieur sa le sœur? juge. Non, c'est Anna CLD. Je propose qu'elle soit bannie parce que c'est tout à fait honteux ce qui vient de se produire. Faites gaffe parce que j'ai les droits de modération. Hein. Ça peut aller très vite. Ouais. Bah, tu devrais me la modérer vite fait, là, Anna. Non, mais sinon, il y a Magic Power Thomas qui nous dit: je pense qu'on est tenté pour garder Dupraz comme on était tenté pour garder Printemps. Le problème, c'est qu'il ne faut pas repartir sur l'autogestion qu'on a connue sous Gasset et Printemps, car 4 descentes, ça ne pardonnera pas la saison prochaine. Il y a Romain qui nous dit: non merci, pas de Dupraz la saison prochaine, ce serait une énorme bêtise de le garder, donc on va probablement le faire. Il y a Axton qui nous dit: Dupraz doit rester, bof. La question importante, c'est quels moyens on lui va lui donner la saison prochaine. Et enfin, il y a Ro qui nous dit: je suis 100% d'accord avec Joss, mais comme je ne l'aime pas, je voterai Alissa. Ouais. Ce qui est compréhensible, hein, j'aurais fait pareil personnellement. Et mon Karl, tu peux lui dire que je l'aime pas non plus, mais il le sait. Les mecs, je passe mon temps à mettre en avant ces deux. Il a fait 2 articles dans l'année, 2 bons articles, c'est quand même pas des masses. Hein. Je les mets en avant partout où je peux, dans les chroniques, machin, et voilà comment je suis récompensé. Et sinon, il y a Patrick Guillot qui nous dit: plan A, plan B et plan B, gouverner c'est prévoir. Petit message pour la direction. Et enfin, il y a Pharaon qui nous dit: Dupraz va rendre la golf de fonction à la fin de la saison, Sablé va rendre les AirPods, et puis voilà. Très bien trouvé, les AirPods. Alors, pour conclure un petit peu ce débat, je vais vous poser la question, même si, évidemment, je le redis, je radote déjà de ce que j'ai déjà dit tout à l'heure par rapport aux interrogations sur la saison prochaine. Mais partons du principe que le club ne sera pas vendu, parce que de toute manière, ça fait 5 ans qu'il doit l'être et il ne l'est pas. 20 ans même. Est-ce que selon vous, peu importe votre avis, est-ce que vous le voyez plutôt rester ou plutôt partir? Un petit prono sur le maintien ou non de Pascal Dupraz à ce poste. Moi, je suis sûr qu'il va vouloir rester. Ouais. Je veux croire qu'il ne restera pas et que le club actuellement travaille sur d'autres hypothèses. Ok. Alissa? Là, pour le coup, je pense que je suis assez d'accord avec Joss. Je pense que si on lui offre une saison supplémentaire, il la prendra avec plaisir parce que il l'a dit, hein, Saint-Etienne pour lui c'est un rêve. Mais est-ce que en plus haut ça sera le cas, notamment avec Ayazo et Romeyer, je ne suis pas sûre. Ok. Et le chat, ils disent quoi à cette question? Le chat est totalement divisé. Il va se barrer par notre faute. Je le vois bien rester la saison prochaine si on le maintient, mais je préférerais qu'il parte. Il dit qu'il ne restera pas, mais je pense qu'il pense tout le contraire, qu'il veut tout le contraire. Donc c'est un peu totalement divisé. Ouais. Ok. Parce que moi, je vous avoue que si j'étais écrivain et que je devais écrire l'histoire de la SSE, clairement, si on se base sur l'histoire récente, je le vois plutôt rester l'an prochain s'il y a un maintien avec Roland Romeyer qui va l'appuyer si le club n'est pas vendu. En tout cas, pour le moment, il botte un peu en touche quand on lui demande par rapport à ça, mais quelles sont ses ambitions, et c'est normal. Mais je pense qu'au fond, il attend quelque chose. Ça, ouais.
Les amis, on va conclure ce débat qui était, ma foi, très intéressant. Et on va passer au prochain rendez-vous contre 3. Active Saint-Étienne Night Club. Le prochain match. Alors, le prochain rendez-vous contre 3, je vous ai affiché le visuel qu'a fait Saint-Étienne Inside pour les équipes qui luttent pour le maintien. Donc, on voit un peu... C'est Romain qui a fait ça, ça lui a pris une semaine. C'est vrai, ça lui a pris une semaine. Ouais. On Après, pouvait il plus lui bosse parler, bien, on pouvait rien regarde, demander. les trucs sont bien alignés et tout. Il faisait son tableau. Bon, Je peux pas te répondre sur mon tableau. On voit que c'est un adversaire direct, évidemment, pour le maintien. Donc, j'imagine que si je vous pose la question, est-ce une victoire impérative? Je vais avoir en cœur un grand... Évidemment. Évidemment, Oui. bien sûr. Vu que ça fera assez peu débat, on va directement se poser des questions plus concrètes. Quelle animation offensive? C'est ce qui a été un petit peu décevant dans le match contre Lille. Déjà, on annonce Crivelli de retour. Est-ce que vous y croyez, enfin de retour, enfin arrivé, parce qu'il n'a pas encore joué. Est-ce que vous y croyez à l'arrivée enfin de Crivelli? Joss, on t'écoute. Plus ou moins. Je me pose surtout la question de savoir si... Bon, après, on ne sait pas dans quel état il est. J'en parlais justement, l'ami Patrick Guillou qui est là, et lui, il est de l'avis de dire qu'il fallait peut-être, comme il y a une trêve derrière, s'il n'est pas complètement remis, profiter des 10 jours de trêve. Les blessures musculaires, c'est toujours embêtant, surtout aux ischios. Moi, alors je le vois bien sur le banc parce qu'il y a eu des effets d'annonce, donc je pense que ça pourrait avoir un effet inverse si jamais il n'était pas là. Et rentrer genre 15-20 minutes à la fin pour toucher la pelouse, pour se faire applaudir, voilà. Je vois bien un scénario comme ça, je le vois pas démarrer. Et toi, Alissa, tu le vois dans le groupe au moins comme Joss? Oui, étant donné déjà qu'il s'entraîne avec le groupe, moi je le vois bien rentrer pour les 10-15 dernières minutes du match, bon, en fonction du scénario évidemment de la rencontre, mais je le vois bien démarrer sur le banc, oui, il sera jamais titulaire. On peut aussi noter, comme on le disait tout à l'heure, le retour de Wabi Kazri, qui va faire énormément de bien pour la réception de 3. Alors justement, Alissa, tu parles du retour de Wabi Kazri. Tu imagines Pascal Duprat rester sur son 5-3-2 qui pour l'instant est efficace, et si oui, tu mettrais qui dans pour les deux devant? Oui, déjà, je le vois conserver son système. Je le vois pas du tout, Pascal Duprat, changer le 5-3-2. Enfin, peut-être le faire évoluer au fil du scénario. Mais je mettrais Bouanga avec Wabi. Ok. Effectivement. Je sais pas, Joss. Oui, moi je pense que ça va être ça. Ça va être ça parce que c'est une formule qui a été éprouvée, parce que je pense qu'il remettra pas en cause son système et que ça s'intègre bien comme ça. Après, on verra. Parce qu'on commence à avoir du choix un petit peu devant là, avec potentiellement l'arrivée de Crivelli, le retour de Wabi Kazri, potentiellement le retour de Romain Hamouma, Denis Bouanga, Arnaud Nordin, Bakary Sako. Il commence à y avoir. Alors, certains ne nous envient pas ces choix-là, mais il y a quand même un petit peu de choix. Ah oui, par rapport à une Pour certaine avoir que époque, deux attaquants. il y en a plus. Après, il y a des choix en quantité sur la qualité. Le problème, c'est la qualité disponible, quoi, parce qu'il y a C'est beaucoup ça. de monde, mais ils sont jamais tous disponibles en même temps. Amouma, il revient, on se dit putain, c'est super bien, machin, boum, derrière, paf, 3 semaines. Crivelli, il est pas prêt. Donc finalement, des mecs fiables au sens de la régularité de la performance. Alors, ça fera plaisir à Romain. Oui, c'est vrai que Nordin, lui, est jamais blessé. Bon, d'accord. C'est à peu près c'est une de ses plus grosses qualités. Mais après, Kazri, il a été pas tout le temps en forme là ces derniers temps avec la canne et tout ça. Heureusement que Bouanga revient en forme parce que les solutions offensives pérennes sur 3 à 4 matchs de suite avec des mecs en pleine forme, il n'y en a pas tant que ça en fait. En tout cas, j'espère qu'on va avoir une attaque plus percutante parce que 3, c'est vraiment l'équipe qui va venir parquer son bus pour espérer au moins empocher un point dans le chaudron. Donc, il ne faudra pas faire de cadeaux, il faudra mettre un gros pressing. Ils ont des attaquants assez rapides, donc qui percutent bien.
Donc voilà. Après aussi, je pense qu'il y aura un élément phare, comme on en parlait tout à l'heure, c'est le public évidemment. Sachant qu'en plus c'est un match qui se joue le soir et que le soir c'est une toute autre atmosphère à Geoffroy Guichard. Donc je pense que ça va vraiment nous pousser. Et voilà. Après, même en cas de victoire, rien ne sera joué évidemment. Bien sûr, mais ça ferait un bien énorme. Disons que en cas de victoire, rien n'est joué. En cas de défaite, ça commence ça commence à puer, j'allais dire, pour rimer. On va peut-être pas aller jusque-là, mais disons qu'une défaite nous mettrait vraiment pas un petit peu dans le dur. On parle un petit peu de notre état de forme, mais est-ce que Troyes vous fait quand même un petit peu peur? Parce que mine de rien, ils ont gagné contre Nantes ce week-end. Ils sont sur une série de 3 matchs sans défaite. Donc ils sont un peu gonflés à bloc, c'est un peu fort comme terme, mais ouais, je pense qu'ils arrivent en forme à Saint-Étienne. Ouais. Moi, je trouve que leurs résultats, disent le contraire de ce que je vois dans le jeu, parce que je les trouve nuls, moi. J'ai vu les 2 derniers matchs, je les ai trouvés vraiment faibles. Donc voilà, bon après ils prennent les points. Ils prennent les points. Mais moi, je les trouve faibles en fait. Voilà, je comprendrais pas qu'on gagne pas vendredi, et je comprendrais même pas qu'on souffre pour gagner. Voilà. Ouais. Qu'est-ce qu'on pense le chat un petit peu de cette rencontre contre Troyes? Est-ce qu'ils ont un peu peur de cette équipe de l'Aube? Dans le chat, ils sont plutôt attelés à donner leur composition favorite avec ils aimeraient bien voir un duo Kazri pour Anga devant. Et ils espèrent le retour d'Amouma sur le banc avec Nordin également en super sub. Et Crivelli, s'il revient. Attends. Qu'est-ce que tu fais avec ton micro? Pourquoi? Parce que le son, il fait des vagues comme si t'étais dans l'océan. Ouais, on va pas creuser, Karl, mais il se passe des trucs là, on est d'accord, hein, il se passe des trucs chez toi, c'est pas possible. Et pas du tout. Bon, pardon. C'est le Grand Bleu et Abyss réunis, quoi. On te laisse terminer, vas-y. J'ai fini. Oh, tu vas pas faire la gueule comme ça toutes les vacances. Enfin. Il y a Sylvain qui demande si tu vis dans une canalisation ou un truc comme ça, parce que c'est vraiment pas possible, quoi. Je suis chez Romain Amouma, mais il faut pas le dire. Tu lui passeras le bonjour du chat alors. Je vais vous demander vos pronostics, du coup, si effectivement vous voyez pas autre chose qu'une victoire. À quel point vous voyez une victoire, mes amis? Pour le jeu de mots, on va gagner 3-1. 3-1, ok, très bien. Avec des buts de qui? Doublé de Kazri et un but de Bouanga. Ok, très bien. Sur penalty. Ah, avec Bouanga qui tirerait un penalty? Non, un penalty dans les 3 buts stéphanois. Joss? Moi, je vois un 2-0 sec et net avec un but de Kazri et un but de Michael Nadé de la tête sur corner pour récompenser sa belle progression. Donc on garde notre efficacité défensive et du coup Moukoudi sur le banc. Moukoudi sur le banc, oui. Par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce que ça dit un petit peu dans les pronostics, mon ami Tuyau? J'espère être audible, mais du coup c'est que des victoires, des 2-0, 3-0, 2-1, 2-1, but d'Amouma, but de Kazri, victoire 2-1, 3-0, Bouanga, Kazri, Colo. Et puis de mon côté, ça sera un petit 2-0 comme je vais pas au stade et un but de Bouanga et un autre de Boudbouz. Pas de but de Romain. Karl, avoue que t'as volé un cône de signalisation et t'essaies de parler dedans, là. Tu sais qu'on t'entend pas mieux, hein. Sérieusement? Non, mais ça, en vrai, ça va, hein, c'est juste que ça fluctue un peu, quoi. Mince, je réparerai ça pour la semaine prochaine. Ok, écoutez, j'espère que l'optimisme ambiant qui règne à la fois dans l'émission et à la fois dans le chat va se concrétiser la semaine prochaine sur le terrain. Je profite de cette fin d'émission pour vous encourager tous
à aller encourager votre équipe à Geoffroy Guichard. On a vu, mine de rien, l'apport du public depuis que les jauges ont été enlevées et que le peuple vert peut retourner dans son stade. Les joueurs le disent, le coach le dit, même si bon, eux, ils sont un peu obligés de le dire, mais on le voit aussi clairement en tant que spectateur que ça leur fait du bien, que ça leur redonne un vrai allant. Donc n'hésitez pas, prenez des places. En ce moment, elles sont à 10 €. Ils font toute une politique pour re-remplir le stade. Donc allez-y un maximum. Ah, puis c'est tellement bien, Chaudron, quand c'est comme ça. Tout à fait. Et Ken, Ouais. juste si je peux me permettre, j'ai rejoint Vas-y. la team des socios il y a quelques temps. Du coup, je vous donne rendez-vous mardi prochain dans un space avec notamment Dominique qui est dans le chat et notre cher Joss pour un petit quiz avec des petites choses à gagner, dont une place de match pour la réception de Marseille. Voilà. Et que moi aussi j'ai une petite aparté à faire. Là on m'entend ou pas? J'espère qu'on m'entend. Non, là on t'entend de très loin. Rapproche-toi du micro, mon vieux. Tourne le cône dans l'autre sens. Purée, c'est infernal. Juste pour dire que maintenant les avant-matchs ils sont transférés sur Twitter en space et on vous attend nombreux vendredi de 19h45 à 20h45. Ok, donc oui, tu fais bien de le préciser, je le répète. Les avant-matchs, désormais, plutôt que de les faire sur Twitch, où c'était un petit peu compliqué à organiser, on essaye, c'est pas sûr que ça reste, mais on essaye de voir si ça vous plaît aussi, de faire ça sur Twitter, avec ce nouvel outil des Spaces, qui est assez intéressant. Et puis mardi, du coup, Alissa qui vous proposera un Space aussi, avec les socios, t'as dit, de Synthé ? Exactement, Ok. la team des socios des Verts. Eh bien écoutez, sur ce, je vais vous remercier de m'avoir accompagné pendant cette émission, Karl, Joss et Alissa, et puis vous remercier vous également, auditeurs de Active et spectateurs du Synthé Night Club sur Twitch. On fêtait ce soir la 50e, j'espère que c'est une émission qui vous plaît toujours à écouter, à regarder et à déguster. Nous en tout cas ça nous plaît toujours de la faire, et puis on se voit la semaine prochaine pour débriefer Saint-Étienne 3. Bisous tout le monde, bonne soirée. Ciao. Bonne soirée à Ciao. tous. Allez les Verts. Allez, Hubert.